Encore une semaine passée dans la fosse, beaucoup d'événements. Spire est toujours invaincu, mais son esprit a changé. Chaque méchant qu'il vainc sert désormais un but plus grand, gagner l'amour de sa fille. Dans ce chapitre, intitulé La couronne creuse, notre héros découvre que la mort des monstres est son passage vers le bonheur. Mais Mira risque tout dans une quête vouée à l'échec. Avant de commencer, nous tenons à adresser un remerciement aux membres du N-Minutos. Votre soutien est le moteur de nos vidéos et votre récompense, c'est du contenu exclusif. Profitez de ces avantages en cliquant sur le bouton « Rejoindre » juste en dessous. Le récit nous place exactement là où nous l'avions laissé précédemment. Spire s'impose comme le roi incontesté de la fosse, bien qu'il soit hanté par des visions récurrentes où il se voit faire partie de la vie de sa petite fille. Il ne peut s'empêcher d'imaginer la poursuivre en jouant avec elle. Sentant que le sourire de la fillette reflète la pureté de son âme dans ses rêves, Spire la serre tendrement dans ses bras avec un amour infini. Elle utilise ses petites mains pour toucher son visage, et son rire cristallin semble rendre des années de vie au pauvre mort-vivant qui a tant souffert. De telles visions ne représenteraient aucun danger, sauf pour le fait fatal qu'elles surviennent en plein cœur de la bataille. Ce qu'il interprète d'abord comme une tendre caresse de sa fille est en réalité un coup dévastateur. Asséné par son adversaire actuel, la masse de pierre frappe Spire en plein visage, le projetant violemment contre le mur. Pendant un bref instant, la douleur le ramène à la dure réalité, et lui rappelle que, pour revoir sa fille, il doit rester en vie et préserver la moitié de vie qui lui reste. À présent, devant lui se dresse un géant colossal qui manie un marteau avec une aisance stupéfiante. L'adversaire attaque avec fureur, mais Lanza ne voit que sa petite fille dos courant vers lui, levant ses petits bras, suppliant pour un câlin. Heureusement, notre héros parvient à reprendre ses esprits juste à temps. Il esquive l'attaque brutale et le marteau transperce le sol avec une force colossale, après une roulade qui lui sauve la vie. Lanza dirige son regard vers son adversaire, mais une fois de plus, il ne voit que sa petite fille riant et s'amusant énormément dans son imagination. Lors de son attaque suivante, son adversaire lui lance le marteau de pierre, et pendant une fraction de seconde seulement, Lanza parvient à l'esquiver. L'arme s'enfonce profondément dans le mur, tandis que les visions lui jouent encore une fois un mauvais tour au moment où il essaie de se relever. Son rival se jette sur lui avec fureur, lui assénant un uppercut brutal à la mâchoire qui le soulève du sol. Alors qu'il subit le coup suivant, Lanza ne peut voir que le visage de sa petite fille. Encore une fois, ce combat paraît déjà joué, et il ne pourra rien faire pour changer ce résultat funeste. Depuis le bord de la fosse, les pâles célèbrent avec jubilation la boucherie à laquelle ils assistent. Mais ce spectacle inquiète profondément le chaman. Dans son regard, on voit qu'il sait que quelque chose cloche. Le fait que tout le monde répète le nom de Brock encore et encore est positif. Pour Lanza, entendre le nom de son adversaire semble lui redonner la perception de la réalité. Soudain, l'image de son doux bébé se transforme en l'ogre qui l'a frappé sans relâche depuis le début du combat. Et notre héros se relève, prêt à contre-attaquer. Dans une attaque finale, Brock se tient devant Lanza et lève ses deux bras, tandis qu'il est ovationné par son public. Il se prépare à mettre fin à ce combat une bonne fois pour toutes. Cependant, avant que le géant ne puisse agir, Lanza saute agilement sur ses épaules. Il utilise sa griffe d'os pour lui arracher le casque et, avec ses propres dents, lui arrache une grande partie de la tête. Peau, os et lambeaux de chair restent dans la bouche de notre héros, tandis que les yeux vides de son adversaire scellent l'issue du combat. En un instant, ce qui était auparavant des acclamations pour Brock se transforme en lamentations funèbres. Pendant que Spire se dresse une fois de plus comme le champion absolu, après la bataille, Spire décide de sauter le rituel de la boisson. Il retourne dans sa grotte, s'assied, triste, et réfléchit à l'endroit où il voudrait être. Soudain, un détail étrange attire son attention. Sa main osseuse paraît différente. À première vue, il semble que la chair de son avant-bras avance vers sa main, comme si d'une manière étonnante, le tissu endommagé était en train de se réparer. Cela lui procure un immense bonheur. Alors il court vers le mur pour exprimer ses émotions à travers des dessins. Petit à petit, Spire trace des figures sur la roche avec sa main osseuse, utilisant le sol mouillé comme encre. Il commence par un visage simple, mais au fil du temps, ses dessins prennent de plus en plus de formes et de détails. Une fois qu'il a fini de dessiner le visage de sa petite, la narration nous ramène soudainement au village. Là-bas, Mira porte la petite sur son dos pendant qu'elle parcourt le long chemin de sa nouvelle et difficile croisade, retrouver Spire. Elle et Croc avancent le long du bord de la cascade, prennent le chemin le plus long et descendent avec détermination pour suivre le cours de la rivière, jusqu'à l'endroit possible où son bien-aimé a atterri. Derrière eux, Red et Blue descendent en s'amusant. Ils trébuchent en descendant, et manquent de peu de faire tomber leur mère, qui ne perd pas de temps pour les réprimander avec un rugissement assourdissant. Bien que ce rugissement ait secoué la terre elle-même, la petite ne s'est absolument pas réveillée au fond de la cascade.
Mira prend un moment pour examiner le courant et, en levant les yeux, il aperçoit une montagne en forme de crâne. Quelque chose en lui murmure que c'est exactement l'endroit où il doit aller. Après avoir confirmé la présence de la montagne du crâne sur la carte, le groupe repart. Pendant ce temps, la narration revient à Spire, qui a déjà achevé un dessin presque parfait de sa famille idéale. Sur le mur de la grotte, on peut les voir tous représentés en détail, des petits dinosaures jusqu'à son épouse et tous les enfants qu'ils pourraient avoir ensemble. Malheureusement, pendant ce temps, il prend un bref instant pour profiter du rêve réel que pourraient devenir ses visions. Le fracas du corps de bataille annonce le début du prochain affrontement. Dans la fosse, un monstre énorme, d'un rouge intense, l'attend. Comme le feu même de l'enfer, il brandit 2 épées massives, capables de le couper en 2 sans effort. Quelques secondes plus tard, le chaman arrive avec la couronne, prêt à débuter le rituel d'initiation au combat. Cependant, ce qui était jadis un acte respectable pour Spire n'a plus de valeur quand il s'agit de protéger l'avenir de sa famille. Notre héros court depuis le bord de la fosse et saute au fond, atterrissant juste devant le guerrier. Il lui porte alors un coup de poing si violent que son adversaire s'envole et finit empalé sur une pique hors du ring. C'est la première fois depuis son arrivée dans la fosse que Spire agit aussi erratiquement et résolument. Après avoir brillamment vaincu son adversaire, il court vers sa grotte et, avant d'y entrer, arrache la couronne des mains du chaman. Il absorbe sa dose de substance sombre avec précipitation. Chargé d'émotions et boosté par l'adrénaline de ce liquide noir magique, il avance vers sa fresque, non sans avoir jeté la couronne dans un coin, l'endommageant visiblement au passage. Curieux de ce qui se passe, le chaman décide de lui rendre une visite privée. En entrant, les yeux grands ouverts, il parvient à contempler avec étonnement les dessins détaillés sur le mur. Bien qu'il soit incapable de cacher sa colère en découvrant la couronne abîmée, le lendemain matin, un humain arrive dans la fosse. L'homme a l'allure d'un guerrier Shaolin, et il a voyagé depuis des terres lointaines. Il est venu pour défier le champion. Son groupe attend derrière pour l'encourager, alors que Spire fait son entrée triomphale. Son intention est de terminer le combat le plus rapidement possible, mais nous ne pouvons pas nous empêcher de remarquer qu'il paraît maintenant beaucoup plus humain qu'avant. Ses yeux ne brillant plus de cette couleur jaune, sa peau ressemble davantage à celle d'une personne vivante, même s'il conserve encore sa main d'os caractéristique. La première chose sur laquelle il pose les yeux, c'est une sorte de marteau tranchant, fabriqué avec des cornes résistantes. Ce qui est vraiment intéressant, ce n'est pas sa dangerosité, mais le motif au centre, une gravure ressemblant fortement à la peluche vue cette nuit-là sur le lit de sa fille. Sans hésiter, Spire se jette dans la bataille, mais pas dans l'intention d'attaquer. Son objectif est d'arracher le centre décoratif du marteau. Son adversaire, ignorant ce désir, attaque en premier et parvient à transpercer le mort-vivant directement dans le dos. C'est ici qu'il se passe quelque chose d'inédit. Un jet de sang jaillit du corps de notre héros, accompagné d'un cri d'agonie qui résonne dans toute la fosse. Lors de sa prochaine attaque, le guerrier Shaolin le frappe avec des poings d'acier, infligeant de lourds dégâts. En même temps, la narration propose un gros plan de Spire. Sa bouche n'est plus pleine de chair pendante, mais arbore désormais des dents et des gencives humaines. Pendant que la blessure à son épaule saigne normalement, le guerrier le frappe ensuite d'un coup de pied qui le projette au loin. Spire tombe juste à côté du marteau, sachant maintenant que, s'il veut ce cadeau pour sa fille, il devra le gagner lors d'un combat à mort. En observant son adversaire, il remarque qu'il enchaîne des mouvements acrobatiques proches du style du singe, ce qui lui rappelle instantanément son ancien combat contre les singes qui avaient enlevé Mira. À cet instant précis, sa férocité caractéristique revient en force, et il attaque de toutes ses forces. Le guerrier le frappe au visage de toutes ses forces, mais cela ne parvient pas à arrêter le géant, qui finit par l'écraser avec ses 2 bras jusqu'à l'écarter. À peine le combat terminé, Spire s'approche du marteau, se débarrasse des cornes encombrantes, et ne garde que la figurine sculptée pour sa fille. À cet instant, le chaman s'approche en portant la couronne entièrement réparée, prêt à remettre sa récompense au champion. Mais Lance l'ignore simplement. Ce morceau de métal ne l'intéresse absolument pas, et il préfère consacrer tout son temps à la pièce de bois qu'il vient d'obtenir pour sa petite. Alors qu'il s'éloigne, le chaman l'observe à nouveau avec dédain. Il nous fait sentir son insatisfaction face à ce qu'il voit. Il ne respecte ni tradition ni rituel sacré, c'est pourquoi le chaman pressent que rien de bon ne peut en résulter. De retour dans la forêt, les pleurs incessants du bébé ont complètement exaspéré les dinosaures. Elle crie et se débat sans arrêt sur le dos de Mira. Alors les petits dinosaures avancent de quelques mètres pour ne plus l'entendre. Peu après, Croc se poste devant Mira et rugit pour qu'elle s'occupe de sa créature. Elle comprend immédiatement que, malgré son désir de retrouver Lance,
Elle a une responsabilité prioritaire à assumer. Avec le bébé, elle s'arrête dans une clairière de la forêt et essaie de vérifier si la petite est sale ou si elle a faim. Mais tout semble en ordre. Ce n'est que lorsqu'elle la pose au sol et la laisse se rouler librement dans la boue que la petite cesse de pleurer et recommence à sourire. Apparemment, la petite était simplement fatiguée de rester sur le dos de sa mère. Peu à peu, elle rampe avec énergie jusqu'à Croc et pose sa minuscule main sur le museau du dinosaure. Aussitôt après, la petite reprend le voyage par elle-même, rampant avec détermination dans la même direction que suivait le groupe. Pour Mira, ce geste est un signe évident qu'ils sont sur la bonne voie. Pendant ce temps, dans la fosse, un nouveau guerrier fait son apparition, mais celui-ci ne ressemble en rien au précédent. Il ne crie pas, ne fanfaronne pas, et n'émet pas le moindre son. C'est un humain grand et fort, doté d'une longue chevelure rousse, mais avec des yeux noirs qui irradient la mort. Lance arrive à nouveau en hâte, mais face à son adversaire, il constate avec surprise que celui-ci mesure presque 5 fois sa taille. Ce géant absolu le rend nerveux, pour la première fois depuis son arrivée ici. À cet instant, la caméra nous offre une perspective claire du combat à venir. L'affrontement est véritablement digne d'être appelé David contre Goliath. Le géant secoue sa longue crinière rousse avant de commencer le combat. Mais au lieu de continuer à se sentir intimidé, Lance ne peut penser qu'à une seule chose. Comment ces cheveux roux irait-il avec le totem venant de la massue du guerrier Shaolin? Pour lui, ce serait le matériau idéal pour les cheveux de la poupée qu'il fabrique. Dès lors, cette idée devient sa priorité. Il veut vaincre le géant et prendre sa chevelure pour finir le cadeau de sa petite. Encore une fois, ses visions se retournent contre lui. Alors qu'il rêve de l'apparence finale du jouet, le géant l'attaque avec un coup de poing direct dans la poitrine, le projetant violemment contre le bord de la fosse, avant qu'il ne puisse se reprendre. L'impact suivant arrive avec beaucoup plus de force. Un coup de pied frontal, qui finit par écraser Lanza contre le mur. Cependant, alors que le géant pensait que le combat était terminé, Lanza entoure ses bras et ses jambes autour de la plante du pied de son adversaire et s'y accroche désespérément. Le colosse essaie de l'écraser plusieurs fois pour s'en débarrasser, mais notre héros ne lâche pas prise, même lorsque l'énorme adversaire le traîne au sol avec mépris, comme quand on marche sur un déchet dans la rue. À chaque pas, le géant commençait à perdre patience, mais une morsure précise de Lanza, juste sur son gros orteil, lui causa une douleur insupportable. Ayant réussi à le distraire, Lanza profite de l'élan pour grimper jusqu'à sa queue de cheval, s'accroche fermement à la grande mèche de cheveux, et l'utilise ensuite comme levier pour le faire tomber. Le géant s'effondre lourdement au sol et toute la fosse tremble sous l'impact. À cet instant, notre héros en profite pour chercher une lance, l'arme dont il tire son nom, et l'attaque sans aucune pitié. Lanza apparaît dans son dos, utilise son propre poids pour percer profondément, et parvient à poignarder le colosse au moins une demi-douzaine de fois. Malgré la gravité de ses blessures, le géant se relève et tente d'attaquer à nouveau. Mais en levant les bras, l'effort lui fait réaliser qu'il a perdu trop de sang et il s'effondre à genoux. Quelques secondes plus tard, l'énorme adversaire s'effondre juste devant notre héros, qui profite de l'occasion pour lui arracher une mèche de cheveux. Quand le chaman s'approche pour lui donner la couronne, Lanza ne le regarde même pas. Ses yeux sont entièrement fixés sur cette chevelure rousse qui ornera parfaitement le cadeau pour sa fille. Cette fois, le chaman ne le regarde pas avec colère. Il a accepté sa nouvelle obsession, bien qu'il soit très curieux de savoir ce qu'il fera des objets collectés. Il devra cependant attendre pour le découvrir. Dans la grotte, Lanza se précipite vers la fresque où il cache le totem pris au guerrier vaincu. Là, il prend la mèche de cheveux rouges et la fait passer avec le plus grand soin, jusqu'à ce que la proportion de cheveux de chaque côté soit parfaite. Son sourire éclatant montre à quel point il est heureux de sa création. Quelques secondes plus tard, alors que Lanza joue avec la poupée en souriant de son exploit, le chaman surgit pour une visite surprise, cette fois avec une jeune femme. D'un geste solennel, le chaman indique à Lanza que la femme est la récompense pour sa récente victoire. Elle s'approche du champion et, une fois devant lui, laisse tomber sa robe pour que Lanza puisse faire ce qu'il veut d'elle. Cependant, notre héros ne manifeste aucun intérêt pour la situation. La première chose qu'il fait après avoir ramassé la poupée par terre est de sortir précipitamment de la grotte, non sans pousser un cri menaçant en direction du chaman. Peu après, le chef spirituel reste à observer en silence tandis que Lanza s'éloigne en volant, monté sur son ptérodactyle. Sauf que cette fois, ses yeux montrent une fureur incontrôlable et une profonde colère face au rejet. Au même moment, Mira et son groupe traversent une énorme tronc en marchant pour franchir la rivière. Elle s'arrête un instant pour consulter la carte, qui lui confirme qu'ils sont sur la bonne voie, mais leur signale aussi qu'une créature extrêmement dangereuse vit plus loin. Dans le cas du bébé, elle refuse catégoriquement de retourner sur le dos de sa mère. Alors les petits Red et Blue acceptent qu'elle reste sur eux un moment pour continuer la marche. Cela lui plaît immédiatement,
et la petite devient une cavalière de dinosaures, tout comme son père. Pour Mira, c'est quelque chose de très mignon à voir. Cependant, Croc paraît moins à l'aise avec la situation. La perte de son compagnon a été très douloureuse pour elle, et elle ne veut pas que ses enfants vivent une telle tragédie. Plus tard, la petite voyage sur le dos de Blue, mais peu après, Red la lui vole. Avant que les frères ne commencent à se battre, le rugissement faible mais tendu de leur mère les avertit qu'ils ne sont pas seuls dans cette partie de la forêt. Lorsque la caméra se concentre sur Mira, elle se tient debout, regardant avec étonnement vers la forêt dense. Au début, il ne semble rien y avoir, mais ensuite une ombre colossale passe et bloque la lumière du soleil. Quelle que soit cette créature, elle est énorme. Mira et Croc se préparent pour la bataille imminente. Mais avant que la dinosaure ne puisse même renifler son adversaire, une panthère noire aux yeux rouges se jette sur elle avec une férocité mortelle. Le gigantesque animal fait tomber Croc et lui inflige une morsure brutale à la gorge. Les petits Red et Blue accourent aussitôt pour défendre leur mère. Dans la précipitation, Red oublie le bébé sur son dos et Mira n'arrive pas à temps pour la récupérer en sécurité. En voyant les jeunes dinosaures s'approcher, la panthère se retourne rapidement et utilise ses griffes contre eux. Red est le premier à l'atteindre, mais il est aussi le premier à recevoir un coup précis sur la tête, ce qui fait que le bébé est projeté dans les airs. Ensuite, nous voyons que Blue tombe aussi face à la puissance de la bête. L'impact que subit le bébé en tombant au sol la fait pleurer amèrement. La panthère, étant extrêmement sensible à ce genre de son, ne perd pas de temps et se prépare à se jeter sur elle. Une seconde avant que la bête ne fasse de la petite son dîner, Croc réagit, l'attrape avec ses mâchoires et la projette loin contre un arbre. Le coup qui en résulte est dévastateur, mais la panthère n'est pas prête à abandonner sa proie. Elle oublie sa posture et charge de toutes ses forces. La prochaine attaque frappe de plein fouet la mâchoire de Croc, lui déchirant profondément la peau. L'énorme dinosaure recule de quelques pas sous l'impact et heurte Mira par accident. Elle roule au sol, tandis que la bataille acharnée continue sans relâche. Les petits rouges et bleus parviennent eux aussi à se ressaisir et accourent immédiatement pour sauver leur mère. Mais Croc leur lance un rugissement autoritaire pour qu'ils restent à l'écart du danger. À cet instant précis, alors qu'elle détourne son attention du combat, la panthère saute agilement et frappe Croc en plein visage, la faisant tomber encore. Elle avance alors implacablement vers la petite. Heureusement, Mira la rattrape à temps, pendant que Croc retient la panthère par la queue. Cependant, le méchant parvient à blesser Mira avec ses griffes pendant la lutte. Alors que le combat fait rage, Croc tente tout pour gagner, mais subit coupure sur coupure des griffes du félin, qui esquive habilement ses mâchoires, et fait pencher la balance en sa faveur, tandis que cela se passe du côté de Spear. Il revient au village, laisse son moyen de transport à l'écart pour rester discret et circule entre les huttes. Avec une discrétion absolue, il tient la poupée terminée dans ses mains. Sa seule mission est de la déposer auprès de sa petite. Mais alors qu'il marche, il tombe sur une flaque d'eau, et parvient à voir son propre reflet. Son visage, ses yeux et son teint sont désormais presque humains, ce qui lui arrache un léger sourire plein d'espoir. Cependant, lorsqu'il se tient devant la cabane de Mira, il se sent profondément nerveux de ne pas savoir comment se comporter. Alors il décide que ce sera la poupée qui fera les présentations. Malheureusement, en regardant à l'intérieur, il constate que la cabane est vide, sans trace de Mira, Croc ou des petits. Il ne voit que les dessins sur les murs et des traces fraîches menant vers la cascade. Spear comprend alors avec angoisse que sa famille est partie à sa recherche. Il court sans perdre une seconde jusqu'à son ptérodactyle et s'envole, suivant la même direction que celle indiquée par les traces. Peu après, il arrive à la cascade, descend de l'oiseau et d'un geste lui ordonne d'attendre sur la terre ferme. En descendant, il trouve les traces de Croc qui se dirigent vers la montagne du crâne et reprend son envol vers cette destination fatale. L'oiseau fend le ciel à grande vitesse. Pendant ce temps, l'inquiétude grandit sur le visage de Lance quant à ce qui a pu arriver. Tout cela se reflète dans des yeux qui semblent désormais plus humains que jamais. Le chapitre se termine, nous laissant en suspens sur le dénouement de l'histoire.